Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous ce soir pour vous présenter les résultats de la deuxième édition de l'Observatoire Arts et Métiers des Industries Responsables. Comme l'an dernier, donc c'est un exercice que nous avons fait avec l'IFOP et nous avons fait une première présentation la semaine dernière, donc dans le cadre d'une conférence de presse. Et je voudrais peut-être simplement laisser Aurélien se présenter, puis je rappellerai aussi qui je suis. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être ici pour cette présentation des résultats de la seconde édition de l'Observatoire Arts et Métiers des Industries Responsables. Donc, moi, je suis Aurélien Herbert, je suis élu au sein de la Société des ingénieurs Arts et Métiers. J'occupe un des postes de vice-président et je m'occupe particulièrement des sujets comme et l'Observatoire et les journées inouvertes, dont on vous parlera en fin de présentation. Et donc, moi, je suis le Stéphane Gord, donc je suis le président des ingénieurs Arts et Métiers, une communauté de 34 000 ingénieurs, la plus grande association d'ingénieurs en France. Ce que je propose, si vous le voulez bien, c'est que on commence cette présentation. Voilà. Alors, peut-être en guise d'introduction, cette conclusion, en tout cas cette inquiétude générale qu'on voit poindre au travers les réponses qu'on va pouvoir partager avec vous. La France est-elle en train de rater sa réindustrialisation? C'est vrai qu'on entend aujourd'hui la petite musique, et je veux bien qu'on passe à la slide suivante. On entend actuellement la petite musique d'un certain nombre de fermetures d'usines, Michelin, Valeo, Blédina, Novasco, et puis en face de ça, on a de belles histoires. Hein. On pense naturellement à Duralex, mais ce qu'il faut voir, c'est que en 2025, donc le solde net des ouvertures d'usines va être négatif. Les Français le ressentent, et donc voilà, c'est quelque chose qu'on va voir au cours de ce retour d'enquête. Et je vais laisser Aurélien vous présenter la méthodologie. Mais là, en termes de méthodologie, comme l'an dernier, l'originalité de cette enquête, c'est que on l'a fait auprès de deux populations différentes. Donc, d'une part, auprès des ingénieurs arts et métiers. Cette année, nous avons recueilli à peu près 1880 réponses d'ingénieurs arts et métiers. Donc, à l'intérieur, on a des étudiants, des jeunes diplômés, des ingénieurs plus expérimentés, des dirigeants,
et quelques ingénieurs aussi qui ne sont plus en activité, avec quand même la majorité des ingénieurs et métiers qui ont répondu, qui sont en activité aujourd'hui, et la majorité aussi de ces ingénieurs qui travaillent dans l'industrie. Et d'autre part, on fait l'enquête, on pose des questions à 1000 Français avec un panel représentatif de 1000 Français. Ça s'est fait par l'IFOP. Et l'idée, c'est que sur un certain nombre de questions, on va comparer les résultats entre la perception des Français et la perception des ingénieurs qui sont au cœur de l'industrie et qui du coup sont acteurs de cette industrie et de cette réindustrialisation. Alors, la confiance dans l'industrie se dégrade. Alors, si on passe à la slide suivante, alors en fait, la plupart des questions sont identiques par rapport à celles qui étaient posées l'an dernier, sauf certaines, et celle-ci en fait partie. Considérez-vous que la réindustrialisation française est en bonne voie? Donc 32% des Français considèrent qu'elle est en bonne voie et 16% des ingénieurs le considèrent également. Autrement dit, 68% des Français, donc plus des 2/3 d'une part, et 84% des ingénieurs, donc des gens qui sont vraiment au cœur des industries, qui voient les choses se faire, considèrent qu'elle n'est pas en bonne voie. Autrement dit, on a ce sentiment, et peut-être est-ce que les exemples que je viens de donner peuvent expliquer, dont il est largement question à la presse, peuvent expliquer un peu cette image. Mais on voit bien que là, on est sur un sentiment, sur l'impression que là où il y a quelques années, avec des soldes nets d'ouverture qui étaient positifs, là où cette année, on va avoir un solde net négatif, les Français ressentent, et les ingénieurs parmi eux ressentent le fait qu'on est sur une réindustrialisation qui est en panne. Voilà. Alors, si on pose la question, la France est-elle une grande puissance industrielle? Alors, il y a deux choses qui sont intéressantes. Il y a la donnée intrinsèque et puis la façon dont ça a évolué d'une année sur l'autre. Et typiquement, quand on demande aux Français, est-ce que la France reste une grande puissance? L'an dernier, on était au-dessus de la moyenne. Cette année, on est passé en dessous. Et on voit bien qu'il y a quand même 9 points d'écart. On n'est pas totalement dans la marge d'erreur. Ça veut dire que les Français considèrent globalement que notre poids industriel, notre puissance industrielle a diminué. Dans le cas des ingénieurs, la baisse est plus faible. Mais on voit bien que ce tassement témoigne du sentiment un peu de faiblesse, de leur déclassement, quelque chose de cet ordre-là. Alors ensuite, quand on pose la question des éléments qui fondent cette perte de confiance, alors naturellement, et j'ai envie de dire sans trop de surprise, on voit la réaction en particulier des ingénieurs. Naturellement, c'est l'instabilité politique, au sens où cette instabilité politique ne permet pas d'avoir une ligne politique claire sur la politique industrielle. Aujourd'hui, on pourra y revenir, les Français, les ingénieurs en particulier, ont le sentiment que, au fond, la France ne se dote pas n'a pas une vision politique industrielle claire et que c'est un point de faiblesse. Ensuite, les tensions commerciales, je n'ai pas besoin d'y revenir, elles sont fortes. On voit bien les grands marchés que sont les États-Unis, la Chine, la façon dont ces concurrents sont très puissants en termes de concurrence. C'est le deuxième élément. Et puis le coût de l'énergie, donc, qui vient en troisième position avec 33% du côté des ingénieurs. Ce qui est intéressant avec le coût de l'énergie, même si ça fait quelques années qu'on le sait et que c'est quelque chose qui fragilise aujourd'hui la réindustrialisation, c'est quelque chose qui, il y a quelques années, était un atout, un point positif pour la politique industrielle et pour les conditions d'industrie de notre pays. Et donc, c'est intéressant de voir qu'avec tous les sujets géopolitiques et les différents problème qu'il y a pu avoir sur ce sujet-là, quelque chose qui était un atout a progressivement en quelques années est passé de l'autre côté de la barrière et est devenu une difficulté. Alors,
le soutien public à l'industrie. Alors en fait, ça ne mesure pas, si je puis dire, le niveau d'assistanat de l'État à l'industrie, mais comment est-ce que l'État, pas seulement au plan financier, mais au sens des normes, des règlements, etc., aide les industries. Donc, on a de grosses évolutions puisque l'an dernier, 53% des Français considéraient que l'État ne soutenait pas cette industrie. Là, d'un seul coup, on est passé à 63%. Côté des ingénieurs, on était à 75%, on est passé à 80%. Ça veut dire que aujourd'hui, que ce soit les Français ou plus particulièrement les ingénieurs, il est clair que le développement de l'industrie n'est pas aidé ou est plutôt pénalisé par l'action de l'État. On y reviendra tout à l'heure et on verra que ce ne sont pas uniquement des questions financières, mais ce sont également des questions de normes, de surtransposition, de réglementation qui viennent en premier dans la façon dont les Français voient la pénalisation de l'industrie dans un marché mondial de très grande concurrence. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré le discours politique pro-industrie qu'on a vu voir depuis quelques années, malgré les bons chiffres en termes de création d'usines sur les années post-Covid, on voit que la réalité rattrape ce discours-là et qu'aujourd'hui, les chiffres qu'on a montrés en tout début de présentation avec des soldes nets négatifs de création d'usines et toutes les difficultés que les industriels rencontrent, pardon, font dire aux ingénieurs et aux Français que l'État et les pouvoirs publics soutiennent de façon insuffisante l'industrie. Et donc, on voit bien ce décalage entre le discours et comment c'est perçu sur le terrain et comment c'est perçu par les Français. Alors, pour nous, l'an dernier, ça avait été vraiment un critère extrêmement important. Pour ceux qui l'avaient suivi, ce rappel de ces 11%, en fait, la question était, recommanderiez-vous certainement à un de vos proches de rentrer dans l'industrie? L'an dernier, on était à 11%, on avait le sentiment qu'on pouvait guère aller plus bas. Si on peut aller plus bas, cette année, c'est 8%. Donc, globalement, 47% des Français recommanderaient à un proche de travailler dans le secteur de l'industrie. Et donc, on a perdu 6 points. L'an dernier, c'était 53%. Donc là encore, on est passé en dessous de la moyenne. Et certainement, on est passé de 11 à 8%. Et là, l'IFOP considère qu'il se passe quelque chose. C'est vraiment, on est en dessous des 10% et ça, c'est quand même quelque chose d'important. C'est du jamais vu depuis 15 ans. Alors, en dessous, on voit le NPS, donc qui en fait est un cumul des opinions bonnes et des opinions mauvaises. Quand le net est négatif, c'est que les opinions mauvaises, naturellement, l'emportent sur les bonnes positions. Et on considère que l'image est bonne quand on est à au moins quelque chose comme 20 points, voire davantage. Et là, on voit bien que l'image de l'industrie n'est pas bonne, à la fois auprès des jeunes, quand on voit les 18-24 ans, auprès des femmes. Je rappelle, et c'est important, que l'industrie aujourd'hui emploie à peu près un tiers de femmes, ce qui est naturellement très, très nettement insuffisant. Et globalement, on a moins 58, alors que chez les ingénieurs, et ça c'est normal, beaucoup travaillent dans l'industrie, on est à quelque chose qui pour le coup est proche de 20. Donc on voit bien que ceux qui travaillent dans l'industrie sont satisfaits. Là, au vu de l'extérieur, on voit le petit bonhomme qui fait la tête. Donc c'est que on a un vrai problème d'image, c'est-à-dire que au cri d'alarme qu'on pousse sur les dernières slides, parce qu'il s'agit bien d'un cri d'alarme, et c'est ça, je pense qu'on veut arriver à faire passer ce soir comme message. Là aujourd'hui, on voit bien que on a un sujet d'image, et on y reviendra sur toutes les actions pour redorer le blason, pour expliquer aux Français ce qu'est l'industrie. Pour compléter, ce qui est intéressant, donc 47% qui recommandent, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est les fameux 8% et 11% de l'an dernier.
car c'est ceux qui finalement, quand on leur pose une question sur une échelle de 0 à 10, vont répondre avec les scores les plus élevés, et c'est ceux qui vont être vraiment promoteurs de l'industrie. Donc c'est ceux qui peuvent avoir un impact sur diffuser l'image positive de l'industrie et faire en sorte que des gens viennent dans l'industrie. Et donc c'est cela qui nous intéresse. Et donc 8%, c'est très faible. Et la tendance, comme le disait Stéphane, décroît, parce que l'an dernier, on était à 11, qui était déjà très faible, mais c'est encore pire cette année. L'autre enseignement qui est intéressant, c'est que on voit dans le NPS que le NPS des femmes et le NPS des 18-24 ans sont les pires. Et ce qui est particulièrement préoccupant, car on sait et on dit que la réindustrialisation sera basée sur les jeunes et sera basée sur les femmes. Et on voit que ce sont les populations auprès desquelles l'industrie est la moins attractive. Donc il y a un vrai enjeu d'attractivité, il y a un vrai enjeu d'image si on veut réussir à mettre les talents en face des besoins que fait naître la réindustrialisation du pays. Donc, on vous a présenté un paysage un peu sombre d'une réindustrialisation qui paraît être en panne. Ce qui est intéressant, et on va le voir on va commencer par la slide suivante, c'est que on a quand même des fondamentaux aujourd'hui qui restent solides et donc qui nous permettent de croire au fait qu'on pourrait réindustrialiser et qu'on a encore des bases solides et des atouts à faire valoir. Déjà, les acteurs terrains continuent d'y croire et continuent à aimer leur métier. On a 98% des ingénieurs qui travaillent dans l'industrie et qui ont répondu à l'enquête, qui se disent fiers de travailler dans l'industrie. On vous a mis quelques exemples d'items sur lesquels on les a interrogés pour évaluer l'intérêt qu'ils portent à leur métier. Et tous ces items sont positifs. Ils jugent que travailler dans l'industrie, c'est avoir un métier utile, c'est avoir un métier qui ouvre des opportunités de carrière. On sait que les métiers de l'industrie, c'est des métiers qui permettent de belles carrières, de belles évolutions. Et pendant 40 ans d'industrie, vous allez faire plein de postes, vous allez évoluer sur plein de responsabilités différentes. On sait aussi que, enfin, les ingénieurs aussi disent que c'est un métier bien rémunéré, que les métiers d'industrie offrent des bonnes conditions de travail et que ce sont des métiers à la pointe de la technologie et de l'innovation. Donc il y a d'autres critères aussi, et vous pourrez le voir dans le rapport, qui sont également tous positifs. Le seul sujet sur lequel on a un score qui est un peu moins bon que la moyenne, c'est sur le sujet de la reconnaissance sociale des métiers de l'industrie. Les ingénieurs considèrent que les métiers de l'industrie ne sont pas assez reconnus socialement. Et donc, on peut faire le lien direct avec ce qu'on disait juste avant, l'image et l'attractivité de l'industrie. On voit bien qu'il y a un sujet, il y a une difficulté de ce point de vue-là. Ensuite, ce qui est aussi important, comme on l'a vu l'an dernier, les Français et les ingénieurs étaient d'accord pour dire que l'industrie était important pour le pays, était quelque chose de structurant. Et on garde ce consensus cette année. L'industrie joue un rôle clé dans les transitions environnementales. L'industrie joue un rôle clé dans la création de richesses en France, dans l'innovation, la technologie, dans l'aménagement des territoires. L'industrie est aussi au cœur des enjeux de souveraineté. Donc ça, c'est important, hein. Les Français et les ingénieurs considèrent toujours à une immense majorité, plus de 75% pour tous les items pour les Français et plus de 90% pour les ingénieurs, considèrent que l'industrie, c'est vraiment quelque chose d'important et de structurant pour notre pays. Et donc, c'est le paradoxe qu'on avait mis en lumière l'an dernier, hein. C'est pas attractif, on n'a pas forcément envie d'y aller. Néanmoins, on considère que c'est très important et qu'il faut y aller et qu'il faut faire quelque chose. Ensuite, on a des atouts et on voit même qu'il y a certains scores qui ont progressé par rapport à l'an dernier. Les atouts qui sont le mieux mis en valeur par les ingénieurs dans cette enquête cette année sont l'infrastructure logistique du pays, également la qualité de la recherche et la qualification de la main-d'œuvre. On a certes un manque d'attractivité et donc un déficit de talent. Néanmoins, les talents
de l'industrie française sont bien formés et sont de bonne qualité. Et on peut aussi compter sur un bel écosystème de start-up et de grandes entreprises françaises. Donc, tout n'est pas perdu. Les Français sont conscients de ces atouts et les ingénieurs encore plus. Et comme je le disais, on voit même que certains items progressent. Donc, il y a quelque chose, il y a un terreau fertile pour pouvoir faire quelque chose. Enfin, on a posé la question des filières d'avenir de l'industrie française. Et ce qui est intéressant, alors on a affiché les 7 filières qui recueillent plus de 25% des voix. Et donc l'aéronautique est la grande gagnante de cette question. Ce qui est intéressant, il y a 2 points intéressants. Le premier, c'est que toutes ces filières elles répondent à 3 critères différents. Soit ce sont des filières qui illustre une excellence de savoir-faire français, je pense à l'aéronautique notamment. Soit ce sont des filières qui sont directement liées aux transitions, électricité, gaz, eau, environnement. Soit ce sont des filières qui sont directement liées aux enjeux de souveraineté et encore une fois, électricité, gaz ou encore armement. Donc on voit que on a des filières qui sont qui paraissent incarner l'avenir de notre industrie, qu'elles sont directement liées aux grands enjeux du moment. Néanmoins, on a une fenêtre aujourd'hui et qu'il faut saisir, et c'est un peu le message de cet observatoire, c'est-à-dire que on a une réindustrialisation qui semble qui semble être en panne, pardon. On a des atouts quand même, on a des filières à la pointe, mais il faut saisir cette opportunité et s'engager pleinement dans cette réindustrialisation. L'autre enseignement intéressant, c'est qu'on a quand même des industries importantes qui sont les grandes absentes de ce slide. Je pense à l'industrie pharmaceutique et je pense en premier lieu à l'industrie automobile, industrie automobile qui a longtemps été la fierté de notre pays et aujourd'hui qui est complètement absente des réponses d'une question qui demande à, selon vous, quel secteur incarne le mieux l'avenir de l'industrie en France. Et donc ça montre le résultat des difficultés qu'ont nos leaders automobiles français et des difficultés de ces leaders qui sont liées à la compétition très dure, la compétition mondiale très dure entre les constructeurs d'Amérique du Nord et les constructeurs d'Asie. Juste peut-être qu'il y a un secteur aussi qui ne figure pas et qui est pourtant un secteur important, qui est tout le secteur de la chimie, qui ne figure pas dans cette... alors qu'on sait bien que c'est une industrie déterminante. Ensuite, cette année, on a posé quelques questions sur l'IA, parce qu'on en parle beaucoup, et donc ça nous paraissait important. On a posé la question auprès des ingénieurs, à savoir quel était l'impact attendu de l'IA dans les métiers des ingénieurs et dans les métiers de l'industrie. On voit que 57% considèrent que dès aujourd'hui, ça a un impact dans les métiers de l'industrie et dans leur métier, et que 86%, donc quasiment la totalité, considèrent que d'ici 5 ans, ça aura un impact significatif. Donc ça, c'est très important. C'est important d'autant plus qu'aujourd'hui, on n'associe pas forcément l'IA à l'industrie. C'est quelque chose qui est plutôt associé à la tech, mais ça va avoir une importance cruciale dans le développement de notre industrie et dans sa réindustrialisation. Et du coup, on va avoir besoin de talents formés. Et donc, d'une part, que les profils qui vont sortir des formations, sortir d'école, soient formés. Donc moi, je pense notamment aux ingénieurs. On voit les écoles et je pense notamment aux arts et métiers qui commencent à intégrer dans leur programme pédagogique d'intégrer l'IA et l'IA appliquée à des situations industrielles. C'est quelque chose qu'on voit se développer en tout cas aux arts et métiers. Et il y aura un deuxième enjeu aussi autour de la formation continue pour que tous les talents qui peuplent l'industrie actuellement puissent aussi faire ce virage de l'intelligence artificielle qui paraît vraiment être un enjeu crucial pour les prochaines années. Voilà ce que j'avais à dire sur ce slide-là. Stéphane, peut-être tu voulais le compléter, non? Non, c'est bien. Non, mais c'est simplement enfin, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que
aujourd'hui, souvent, les gens considèrent que l'IA est une activité distincte de l'industrie, hein, donc comme si on avait la grosse industrie manufacturière d'un côté et puis de l'autre des sociétés de services qui s'occupent d'IA. En fait, non, l'IA est totalement partie prenante de l'industrie et ça fait peut-être partie aussi des éléments pour lesquels il y a l'image de l'industrie n'est pas forcément totalement moderne, etc. Voilà. Alors, l'industrie française à la croisée des chemins, bah, oui, vous avez compris que cet observatoire au fond cette année est moi ce que j'appelle plutôt un cri d'alarme. Vous savez combien les gens comme nous sont attentifs à promouvoir l'industrie, à faire en sorte que les gens y aillent, que les jeunes, les femmes, etc., y fassent de beaux projets. Néanmoins, quand on regarde les enjeux aujourd'hui, c'est donc respect compétitif par rapport à la concurrence internationale. Ensuite, recruter, former les compétences. On vient d'en parler, mais on sait bien qu'aujourd'hui, il y a l'absence de personnes, ensemble d'industries est criante. Hein, on parlait de l'aéro, on sait bien qu'il manque d'ouvriers, de techniciens, voire d'ingénieurs. Et là, on voit bien que la première partie, rester compétitif, c'est plutôt une prérogative à la fois des entreprises, mais également des pouvoirs publics en termes de réglementation, etc. Recruter, former des compétences, là encore, c'est à la fois promouvoir l'image, mais avoir les systèmes de formation qui sont, et ça c'est un sujet des industries, et puis donc avoir les formations qui vont bien. On voit bien que c'est un sujet public, donc on voit bien que c'est à la fois public et entreprise industrielle. Décarboner les processus de production, c'est quelque chose qui est déjà engagé, mais qui concerne seules, si je puis dire, les entreprises. Innover, développer la R&D, c'est d'abord un sujet de compétences au sein des entreprises, mais aussi d'incitation et d'aide financière par l'État. Je pense au crédit impôt recherche sur ce sujet, d'où l'importance de pas menacer ce genre d'aide pour les entreprises. Renforcer l'image, l'attractivité du secteur. Et hier, avec Aurélien, nous étions à l'Élysée dans le cadre du Fabriqué en France. Et tout à l'heure, il vous parlera des journées usines ouvertes. Puis cette semaine, c'est la première journée de la semaine de l'industrie. Donc là-dessus, je crois que l'écosystème pro-industrie en France se met en marche et c'est vraiment important qu'on pousse tous dans le même sens. Et puis donc intégrer l'intelligence artificielle, je crois qu'on vient d'en parler, c'est assez clair. Alors, quand on regarde les priorités sachant que donc la première ligne, et là c'est dans les chiffres, la première ligne, ce sont les ingénieurs et la deuxième ligne, ce sont les dirigeants. Il y a une chose qui est frappante, c'est que le critère, la première priorité qui vient, c'est la simplification des normes et des démarches administratives. C'est comment dirais-je, l'importance, entre guillemets, je suis noyé sous la paperasse. C'est quelque chose qu'on entend aujourd'hui. On sait bien que certaines entreprises ont été amenées à recruter des gens qui sont des experts de la confection de dossiers pour aller chercher des financements, pour répondre à des appels à manifestation d'intérêt, etc. On a un sujet. De la même façon, c'est bien qu'aujourd'hui, pour construire une usine, ça demande en France beaucoup d'années. Hein. J'ai en tête à peu près 6 ans. Alors, ça dépend des environnements, etc. Mais enfin, on est sur quelque chose qui est très important. Et là-dessus, les ingénieurs et les dirigeants sont à peu près au même niveau, 47 et 50%. La moitié des gens disent simplifier. Et on voit bien que simplifier, vu des politiques, ça veut dire qu'il y a un travail de fond minutieux à faire pour voir dans quelle mesure un certain nombre de réglementations peuvent être détricotées de façon à simplifier le travail des industriels. Là-dessus, peut-être pour compléter, c'est une histoire de gain en efficacité, hein, parce que quand il faut 12 à 18 mois supplémentaires pour construire une usine chez nous que dans d'autres pays qui peuvent être directement soit nos concurrents, soit d'autres pays européens donc qui ont des modèles un peu similaires aux nôtres, on voit bien qu'en termes d'efficacité, on est bien moins bon. Et Stéphane parlait
d'experts ou de cabinets qui embauchent des ingénieurs pour pouvoir monter des dossiers de financement, etc. Tous ces ingénieurs pourraient être dans l'industrie à travailler sur des enjeux de R&D, des enjeux techniques, des enjeux de production, et ils sont employés à faire quelque chose qui a une valeur ajoutée, c'est-à-dire aller chercher des dossiers, mais des dossiers de financement et des aides. Mais si tout ça était simplifié, il pourrait être employé à faire quelque chose qui rapporte directement de la valeur pour l'industrie. Donc il y a un vrai enjeu de simplification là-dessus, et on verra en quoi c'est intéressant de comparer ça aux autres priorités qui sont relevées par les ingénieurs. Donc ensuite, améliorer l'attractivité des métiers industriels auprès des jeunes. On sait bien que on a un gros effort à faire, à la fois naturellement pour amener les jeunes vers les formations scientifiques et technologiques, hein, et certaines lois récentes ne sont pas forcément favorables dans ce sens-là. En revanche, du côté des industries et du côté des pouvoirs publics aussi, il y a des efforts qui sont faits pour améliorer cette attractivité, mais malgré tout, on voit bien qu'on a quelque chose à faire pour expliquer qu'aujourd'hui, l'industrie, c'est pas Zola. Je rappelle l'an dernier, au bac de philo, pardon, il y avait un texte qui expliquait que l'industrie, c'est l'asservissement, un texte de 1943 de Simone Weil. Il est clair que si on met ça sous les yeux des jeunes, c'est pas très très bon. Et je pense que il y a un effort collectif à faire pour que progressivement les gens considèrent que on a des choses à faire dans l'industrie, renforcer la protection du marché européen. Là-dessus, je ne pense pas avoir à développer beaucoup. On voit bien qu'il y a des effets de protection aux frontières qui doivent être mis en place. On voit bien que certains produits ont des contraintes en Europe alors qu'elles ne les ont pas dans d'autres zones où les mêmes produits peuvent être fabriqués. On voit bien que là, il y a d'un côté un dumping et donc on a quelque chose à faire pour renforcer la protection du marché européen. Ensuite, alléger la fiscalité, là on n'est pas surpris, hein, naturellement, puisqu'effectivement, c'est un élément de compétitivité des entreprises. Et là-dessus, les dirigeants qui voient bien un petit peu leurs besoins en fonds propres, leurs besoins d'investissement, qui peuvent être pénalisés par des niveaux de fiscalité qui sont trop élevés. Même chose sur le coût du travail. On sait bien typiquement quand on compare le coût du travail, le coût du travail industriel en France et en Allemagne, malheureusement, en termes d'efficacité, on n'a pas une efficacité telle qu'on compense les écarts sur le coût du travail. Donc voilà les priorités. Donc moi, je crois que là, dans les priorités, il y a quelque chose qu'il faut noter, hein, c'est que là où la partie fiscale et coût du travail sont des éléments vraiment habituels, le fait que la simplification des normes et des démarches administratives est une demande de tous, je pense que ça devrait inciter les pouvoirs publics à se mettre autour de la table et à dire comment, sur une action, peut-être, comment dirais-je, filière par filière, on peut arriver à aérer, à simplifier. Mais c'est un travail qui est, j'ai envie de dire que c'est presque un travail d'ingénieur qui demande vraiment d'aller détricoter, voir ce qu'on peut détricoter, etc., dans les normes et les réglementations. Voilà, je pense qu'on a été à peu près clair sur la conclusion donc de et sur les résultats de cet observatoire 2025 des arts et métiers des industries responsables. Nous, le sentiment qu'on a, et quand on regarde un petit peu les enjeux de France 2030, etc., on se dit qu'on est à un point de bascule, on est à un moment décisif. Alors c'est vrai que au plan politique, la situation n'est pas favorable compte tenu de l'instabilité dans laquelle on est. Néanmoins, nous choisissons d'être optimistes et en disant soyons tous déterminés, faisons en sorte que l'ensemble des parties prenantes, y compris politiques, partagent ce cri d'alarme et que derrière, tous ensemble, on pousse pour que l'industrie retrouve le rang qui doit être le sien. Aujourd'hui, on a moins de 10%, hein, alors ça dépend un peu des statistiques qu'on regarde. Si on arrivait collectivement à se fixer comme un objectif d'avoir 12% du PIB, de l'industrie, pardon, dans le PIB de la France en 2035, ça serait, je pense, un bel objectif. Mais encore faut-il s'y mettre tous et dès maintenant. Voilà ce que je voulais dire en conclusion.
Peut-être. Alors, du coup, notre enjeu aussi, en tant qu'association d'ingénieurs, c'est pas seulement de faire un constat. On a envie de prendre notre part de responsabilité et d'agir. Donc, il y a déjà un premier sujet sur lequel on est actif et on est d'autant plus actif depuis un an, c'est sur le sujet de l'image et de l'attractivité. Donc, cette année, reviennent les journées usines ouvertes, donc qui est un rendez-vous avec les Français au printemps, qui a pour but de faire découvrir les usines de l'intérieur aux Français, avec un format sur 2 jours, un vendredi pour des classes de scolaires et des groupes de demandeurs d'emploi amenés par France Travail et un samedi pour le grand public. Le pari, c'est de dire on ouvre les portes, on montre la réalité du terrain, ça permet de faire comprendre les enjeux, faire comprendre les métiers, casser les stéréotypes et donner envie aux jeunes de faire les bons choix d'orientation, les bons choix de stage et les choix de travail qui permettront de soutenir l'industrie. Donc ça, c'est une action qui est permise par un soutien d'un collectif important, au premier rang desquels on retrouve France Industrie, Territoire d'Industrie, la Direction générale des entreprises. Et donc, on compte sur vous, si vous êtes industriel, pour participer et ouvrir vos sites industriels. Il est tout à fait possible de s'inscrire encore, hein. Vous avez encore plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour le faire. Et si vous êtes grand public, professeur ou demandeur d'emploi, on compte sur vous pour venir visiter les entreprises au printemps prochain. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour rappeler que nous venons d'entrer dans la semaine de l'industrie, donc qui est organisée par la Direction générale des entreprises, qui officiellement a commencé aujourd'hui et qui propose plusieurs milliers d'événements, dont des visites d'usines pendant une semaine, alors élargie avec la semaine dernière et la semaine prochaine. Et donc, si vous êtes intéressé par ces sujets-là, je vous invite à vous rendre sur le site de la Semaine de l'Industrie pour voir tout ce qui peut se faire à travers tout le pays. Et ensuite, bien entendu, il y a cette action sur l'attractivité et la promotion de l'industrie. Mais l'objectif aussi de cet observatoire, c'est de pouvoir le diffuser, de pouvoir interpeller un maximum les autorités et les pouvoirs publics et essayer de faire en sorte que les constats qu'on partage soient partagés par ces personnes-là et que les actions comme la simplification des normes puissent s'engager. Voilà, je pense que la présentation est faite. Je propose que nous répondions aux questions de la salle. Alors, peut-on... Pardon, vas-y. Alors, aujourd'hui, je n'ai pas connaissance d'un indicateur unique. Maintenant, là, comme ça, il me vient peut-être trois indicateurs. Le premier, ça serait la part de l'industrie dans le PIB. Donc, on sait qu'elle stagne à 10%, voire un peu moins de 10%, avec des objectifs quand même qui avaient été annoncés il y a quelques années et qu'on sait maintenant quasiment impossible à atteindre de 15% en 2035. Donc ça serait un premier indicateur. Le deuxième, ça serait ce qu'on a vu au tout début, donc le solde net de création d'usines. Ça, je pense que c'est quelque chose aussi qu'il faut regarder et qui donne une tendance peut-être plus court terme sur la dynamique. Et le troisième, la part d'emploi dans l'industrie. Je pense que si on faisait un suivi pointilleux de ces indicateurs avec des objectifs clairs, ça permettrait d'évaluer l'impact de la réindustrialisation. Stéphane, je ne sais pas si tu veux compléter. Non, simplement rappeler la question, puisque je ne suis pas sûr que tout le monde l'ait vue ou ait lu. Donc la question était, peut-on mesurer la réindustrialisation? Alors, oui, tout à fait, à partir du moment où Relis la c'est question, bien. relis la question, relis la Ah oui, alors la question. question, bonjour, est-il autorisé de réutiliser ces slides sans modification dans nos communications? Bien entendu, l'objectif, hein, c'est de partager ce constat le plus largement possible pour créer un électrochoc et surtout créer de l'action. On vous demande juste de citer la source, mais à partir du moment où vous citez bien les sources, donc Observatoire et métiers des industries responsables en partenariat avec l'IFOP, il n'y a aucun problème, bien au contraire. Comment évolue la part de l'industrie dans le PIB de la France? Aux dernières nouvelles, il était plutôt en baisse. Alors ça dépend. Enfin voilà, moi en tout cas, moi les dernières, j'en avais parlé avant l'été
avec d'autres dirigeants industriels et on savait que ça allait plutôt à la baisse. Je n'ai pas de chiffres précis, sachant que sur la notion de part de l'industrie dans le PIB, il y a plusieurs indicateurs selon les officines, si je puis dire, qui produisent cette information. Et je pense que là, Stéphane répond sur le court terme, en tout cas sur la période actuelle. Mais si on regarde sur les 40 dernières années, pardon, pardon. La tendance est clairement à la baisse. Stéphane, je me souviens plus du chiffre quand tu sortais de l'école, mais c'était 10 points supérieurs, quelque chose comme ça, ou 15 points supérieurs. Ah, c'est ça, oui. Non, en fait, juste, aujourd'hui, disons qu'on est en gros, on est à 10 points de PIB. Je rappelle que 10 points de PIB, c'est à peu près le poids du tourisme en France. Les Allemands sont à peu près au double, les Italiens ne sont pas tout à fait au double. Bref, on est quelque chose, on est dans un état pas bien, quoi. J'espère avoir répondu à la question, mais tu as raison, effectivement, moi j'étais sur une durée plus courte parce qu'effectivement on est un peu le nez dedans assez régulièrement. L'automobile a-t-elle une chance de se relever? Les investissements à faire semblent énormes. Je vais laisser Stéphane répondre à cette question. Je ne suis pas, clairement, je ne suis pas un spécialiste de l'automobile. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas, il y a un effet de normes et de contraintes européennes qui consiste à dire en 2035, on sera tout en électrique, me paraît illusoire. Si effectivement c'est vraiment la voie qu'on prend, je pense que l'automobile européenne est morte. En tout cas, c'est mon sentiment en lisant ce qui est produit sur ce thème. J'ai bon espoir malgré tout que l'Union européenne progressivement change son fusil d'épaule sur la norme impérative qu'elle a posée sur 2035 et qu'on arrive à des choses plus raisonnables. Néanmoins, effectivement, les investissements à réaliser sont énormes. Et je pense qu'on a un enjeu de conserver du savoir-faire. L'autre jour, quelqu'un me citait le cas de type de voiture dont la conception, qui était à l'origine une spécialité française maintenant, est réalisée par des Chinois. On voit bien qu'il y a des transferts qui sont difficiles à comprendre. Je pense que honnêtement, l'industrie automobile française et même européenne est vraiment en grosse difficulté. On est typiquement sur un secteur qui fait face à une concurrence mondiale très, 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 très dure parce que on n'a plus une avance technologique comme on a pu avoir il y a quelques décennies. Et là, chaque grand pôle régionaux mondial a son savoir-faire, innove et ensuite les enjeux sont autour de la compétitivité et du soutien des différents États. Et là-dessus, on voit qu'au niveau européen, on est un peu à la traîne sur ce qui peut se faire en Asie ou aux États-Unis. On est handicapé par l'Europe, on va le dire clairement. Concrètement, que faisons-nous, société des anciens élèves, pour contribuer activement à modifier cet état de fait? Quelles sont nos propositions en dehors de l'opération Avenir Usine Ouverte, qui est un succès, mais qui ne suffira pas? Alors, je partage, Frédéric, le fait que travailler seulement l'attractivité, ce n'est pas suffisant, parce qu'il y a tout un tas d'autres points de difficulté qu'on a évoqués précédemment. Nous, on a plusieurs moyens d'action. Déjà, on fédère 34 000 ingénieurs donc, sur les sujets de transition, et c'est ce qu'on avait fait l'an dernier, notamment avec la CEC. On peut servir à diffuser un certain nombre de bonnes pratiques, de savoir-faire pour faire en sorte que ces transitions opèrent plus rapidement et plus efficacement. Et ensuite, on a un enjeu aussi à porter la voix de ces ingénieurs. Donc, tout le monde sait qu'il va y avoir des échéances électorales nationales d'ici pas longtemps. Et donc, il va falloir qu'on se pose la question de comment est-ce qu'on contribue à mettre au centre des débats de la présidentielle ces sujets-là. En termes de mise en œuvre, nous sommes encore en train de réfléchir à comment ça se déclinera de façon opérationnelle, mais on a tout à fait cet objectif-là et je pense que c'est notre rôle en tant que grande association d'ingénieurs d'essayer de peser sur ces débats-là. Pour compléter ce que dit Aurélien, 2 remarques. La première, c'est que typiquement, déjà, partager le constat, c'est important, et le partager auprès du plus grand nombre, c'est important pour que les gens prennent conscience
typiquement de ce sujet de surtransposition, de surréglementation, etc. Donc je pense que déjà porter ce message typiquement auprès des acteurs politiques, administratifs, etc. c'est important. Et on l'a vu ces jours derniers. Il faut bien comprendre que notre conférence de presse a eu lieu jeudi dernier. Je peux vous dire qu'un certain nombre de médias se sont emparés de l'information. Donc, c'est la première remarque. La deuxième, et ça va un peu plus loin que ce que vient de dire Aurélien, on a un cercle de réflexion qui s'appelle le cercle La Rochefoucauld. Donc, c'est le nom du fondateur de notre école. Et on veut que ce cercle soit en mesure, avec un certain nombre de dirigeants, de proposer des évolutions réglementaires, normatives, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut mettre en place dans les mois qui viennent en vue effectivement des prochaines échéances. Voilà la réponse, en tout cas la nôtre. Comment agir en priorité? Mon expérience en lycée samedi dernier me stupéfait. Aucun jeune ne m'a parlé d'industrie. Le numérique passe en premier, les enseignants, premier vecteur. Alors, effectivement, on voit que l'industrie, c'est pas forcément à la mode chez les jeunes. Mais quand je vois le numérique passe en premier, on a parlé d'IA, il y a beaucoup d'applications de l'IA qui sont au cœur de l'industrie. Donc déjà, c'est mieux faire connaître ça. Je vais prendre un exemple. Quand on parle d'automobile aux États-Unis, alors je fais abstraction de la personnalité du dirigeant, mais quand on parle de Tesla, on pense à de l'innovation, on pense à du numérique, on pense à de la technologie. On n'a pas du tout les mêmes images que ce qu'on peut avoir de l'automobile chez nous. Donc je pense qu'il y a une bascule à faire sur les représentations de ce qu'est l'industrie. Et ensuite, il y a tout un tas d'initiatives qui sont aujourd'hui lancées. Donc, il y a, comme on disait, les journées inouvertes sur lesquelles nous sommes acteurs. Je pense aussi à Fort Industrie, qui est un jeu vidéo qui permet de faire découvrir l'industrie aux jeunes. L'idée, c'est d'utiliser un moyen qu'ils connaissent et qu'ils aiment bien, le jeu vidéo, pour les amener vers l'industrie. L'année dernière, c'est 100 000 collégiens qui ont participé au Grand Challenge de Fort Industrie. Cette année, il y en aura encore plus. Donc là-dessus, les initiatives se multiplient. Néanmoins, on voit qu'il y a un travail global à faire sur les représentations, les héros qu'on met en valeur dans nos sociétés, et faire en sorte que ça soit des héros qui soient plus liés à la technologie et que cette technologie soit plus liée à l'industrie, en tout cas que les liens se fassent directement. Je vais aller, pour compléter ce que vient de dire Aurélien, il faut comprendre que beaucoup de gens ne comprennent pas ce qu'il y a derrière un produit. Ils constatent un produit, mais ils n'imaginent même pas qu'il ait fallu comment dirais-je, exprimer un besoin, le concevoir, le calculer, si on est sur des produits un peu sophistiqués, avoir toute une action de méthode pour dire comment est-ce qu'on va le fabriquer, etc. C'est-à-dire qu'en fait, on est face à un public qui, au fond, ne se rend pas compte de ce que n'imagine pas, ce que veut dire derrière construire. Alors, parfois, on entend parler de choses très, très simplistes et qui ne sont pas très vendeurs, avec des métiers dont les gens n'ont pas idée, mais voilà, ils s'imaginent l'usine noire, etc. Et ceci est d'autant plus vrai qu'on a une part de l'industrie qui s'est réduite. Donc, il y a moins de gens qui peuvent témoigner de ce qu'est l'industrie. Donc, on a double défi, expliquer l'industrie dans un environnement dans lequel elle a eu tendance elle a décru de façon assez sensible. Donc, effectivement, il y a les enseignants, les parents, les élèves, il y a tout et les enseignants ne sont pas forcément les plus simples à convaincre, ils sont vraiment très ignorants. Et notre enjeu, c'est de combattre l'effet si tu n'es pas bon élève, tu iras travailler dans une usine. Est-ce que cette slide n'est pas biaisée par l'effet? Alors, je ne sais pas de quelle slide on parle. En fait, ce qu'il faut comprendre, effectivement, les ingénieurs et métiers travaillent beaucoup dans ces secteurs, mais justement, l'objectif, c'était de comparer une population représentative de la population française avec une population d'acteurs de l'industrie. Donc, au contraire, c'est intéressant que les ingénieurs et métiers travaillent beaucoup dans le secteur. Et d'ailleurs, quand on a posé les questions sur comment est-ce que vous estimez, comment est-ce que vous considérez votre métier, est-ce que vous le considérez utile, etc., on a fait un filtre sur les ingénieurs qui travaillent dans l'industrie, parce que c'est vraiment ça qu'on a cherché à montrer. Ils sont les mieux placés pour avoir un avis et pour savoir ce qui se passe de l'intérieur, en effet. À date, quelles sont les actions entreprises par la SOS auprès des politiques et du gouvernement pour tel constat? Juste pour que tout le monde soit clair, quand on dit la SOS, c'est la Société des ingénieurs arts et métiers.
Voilà. Quelles sont les actions entreprises par la société auprès des politiques et du gouvernement? Ah, mais on les rencontre, on les voit. Enfin, je pense qu'on va pas, je pense que c'est pas le lieu, mais pour rentrer dans les détails. Mais on a rencontré le ministre de l'Industrie, le précédent, l'actuel. On voit les différentes. On rencontre pas mal de monde sur ces sujets-là. Voilà. Donc voilà. L'idée aussi, c'est que les grandes actions nationales qu'on porte, il y a marqué usine ouverte au-dessus de ma tête, permettent aussi de s'intégrer dans cet écosystème d'acteurs pro-industrie. Et donc, c'est par ce biais-là qu'on multiplie les rencontres, les échanges sur le fond, et pas seulement les échanges sur l'organisation de ces actions. Oui, je suis d'accord. Oui. Alors, je ne vois pas la fin de la. Alors, plus, il y a d'énormes potentiels de création de start-up deep tech industrielles, entre autres soutenus par les projets européens, EIC, Cinéa, etc. Mais il y a quelques goulots, le temps pour obtenir les autorisations d'une nouvelle usine, mais aussi l'accès à. Je ne vois pas la suite. Certaines compétences devenues rares, c'était la fin de la phrase. Voilà, mais on peut ajouter aussi voilà. Oui, clairement. Et là, il faut les soutenir. Faut que les gens comprennent, et ça, c'est pas toujours le cas, que une start-up dans les services et une start-up dans l'industrie, c'est pas totalement la même chose. Ça demande plus de temps, plus de capital. C'est pas uniquement, avec tout le respect qu'on doit à notre corporation des ingénieurs, mais c'est pas uniquement 3 ingénieurs dans un bureau, c'est aussi des compétences qu'il faut avoir, etc. Faut bien comprendre effectivement que construire une nouvelle usine, une start-up dans l'industrie, c'est pas tout à fait, c'est prendre plus de risques que pour une start-up dans les services. Mais oui, il y a bien sûr de gros potentiels, il y a des idées, et il faut les aider. Et sur la fin de la phrase, donc les problèmes d'accès à certaines compétences devenues rares, ça illustre bien les problématiques de temps long de l'industrie. On a pu fermer certaines formations quand certains secteurs, je pense particulièrement au nucléaire, n'étaient plus à la mode. Et ensuite, quand on refait un virage stratégique et qu'on remet le nucléaire comme une priorité, on n'a plus les talents, il faut les reformer. Et pour former des ingénieurs, des techniciens ou des ouvriers, il faut du temps à l'école, et aussi après parfois du temps sur place. Un bon soudeur dans le nucléaire, il va lui falloir plusieurs années avec un système de compagnonnage de soudeurs plus expérimentés pour acquérir ses compétences. Stéphane était dans une usine d'aéronautique il y a quelques jours, et je crois que c'est 5 ans la durée que tu évoquais de compagnonnage entre un compagnon qui rentre pour qu'il soit complètement opérationnel et formé. Et donc, on revient à cette histoire de cap de politique. C'est-à-dire que si on n'a pas de cap, on n'intègre pas ces problématiques de temps long. Et donc, à chaque changement, on perd un temps qui met plusieurs années à se régénérer, notamment pour avoir les compétences qui vont bien. En tant que communauté d'ingénieurs de premier plan, ne devrait-on pas repenser la manière de faire industrie? Car vouloir remettre de la production automobile en 2025 à la mode des années 80, ce ne sera pas rentable ni désirable. Alors là-dessus, je vais essayer d'apporter compte tenu de ma compréhension. En fait, je pense qu'il y a un sujet derrière sur lequel on se penche, et on ne fait pas ça seul. C'est au fond, quel récit on doit utiliser pour réhabiliter l'industrie. Alors, trouver le récit, je sais qu'il y a pas mal de mois, j'avais imaginé à retrouver de la mobilisation en revenant sur des logiques presque saint-simoniennes, pour reprendre un peu l'histoire. Aujourd'hui, pour avoir discuté avec pas mal de monde qui n'ont rien à voir avec l'environnement arts et métiers, on se rend compte que bâtir un nouveau récit, c'est juste un peu compliqué. En tout cas, pour l'instant, on n'y est pas arrivé. Peut-être va-t-il falloir bâtir plusieurs petits discours. Voilà un peu la première réponse. Je ne sais pas, Aurélien, tu veux peut-être compléter la question. Quand remettre la production automobile en 2025 à la mode des années 80, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'industrie de demain, ce n'est pas l'industrie d'hier. Oui, c'est clair, oui. On n'est pas du tout dans cette optique-là. Et si on veut reproduire l'industrie d'hier, on n'y arrivera pas. Et ça sera pas conforme à nos enjeux. On a parlé de transition environnementale. Et ça ne sera pas compétitif, et les produits ne seront pas les bons. Tout à fait. Donc l'industrie de demain, ça doit être une industrie responsable. Ça doit intégrer tous les nouveaux enjeux.
Et donc, ce n'est pas un copier-coller de ce qui se faisait dans le passé, d'où l'importance de l'innovation, d'où l'importance des formations aux nouvelles technologies, d'où l'importance des formations et des sensibilisations aux nouveaux enjeux. Donc, si c'est un point d'alerte sur il ne faut pas reproduire ce qui se faisait dans le passé, Moi, je souscris à ça et ce n'est pas dans cette optique-là qu'on agit. Je vais prendre juste 2 exemples pour montrer la rupture qu'on a par rapport effectivement à la mode des années 80. C'est le rôle des imprimantes 3D. C'est une rupture et on sait bien que dans certains secteurs, le rôle des imprimantes 3D, qui sont de nouvelles machines qui vont se développer. Alors pour l'instant, on est sur de micro-séries, etc. Et c'est quelque chose qui fait partie des technologies de rupture. Je pense à l'aéro dans lequel on sait bien que ça peut être utilisé. Et deuxièmement, le rôle de l'IA, Aurélien en a parlé tout à l'heure, ça bouleverse complètement la façon de voir l'industrie. Donc on voit bien que ce n'est pas possible. Les technologies aujourd'hui ne conduiront pas naturellement à copier ce qui se faisait dans les années 80. Est-ce qu'il y a une dernière question? Parce qu'on va arriver à la fin. C'était la dernière question. Non, il n'y a plus de questions. En tout cas, merci à toutes et tous d'avoir assisté à ce débriefing des résultats. Donc, vous retrouverez, je ne sais pas s'il y a un slide dédié, il me semble que oui, le tout dernier, les résultats complets de l'Observatoire. Voilà. Donc, le rapport complet sur notre site internet dans l'onglet publications. Et sinon, on peut vous inviter à scanner le QR code. Donc là, vous aurez les résultats complets avec plus de chiffres, plus d'analyses, plus de détails. Je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que on a beaucoup parlé de réindustrialisation. Post-Covid, on avait vu des signaux positifs, mais en ce moment, le constat, c'est plutôt qu'on est en panne et qu'on a besoin d'action. On a besoin d'action parce qu'il y a des fenêtres d'opportunité, parce qu'on a encore des atouts à faire valoir dans notre pays. Et je pense que ce qui est important, c'est que si on en est tous convaincus, il faut que collectivement, on porte ce message pour que dans les prochains grandes échéances électorales, locales, nationales, etc., ces sujets-là puissent être pris en compte si on veut que ça puisse aboutir. Donc voilà, donc réutiliser cet observatoire si vous le souhaitez en citant les sources, bien sûr, mais cet observatoire a vocation à être partagé et à servir de cri d'alarme, comme l'expliquait Stéphane précédemment. Juste, on va clôturer. Je vous remercie pour votre présence. Moi, j'ai envie de dire juste une dernière phrase. Rebâtir l'industrie française, c'est une action de long terme qui va demander des efforts, de la pugnacité, de la ténacité de la part de tous, acteurs industriels, acteurs publics, politiques, etc. Et donc, il est de notre rôle et de notre responsabilité d'œuvrer pour que chacun joue son rôle et prenne conscience de la responsabilité, de l'enjeu de souveraineté lié à l'industrie française. Et je vous souhaite sur ces mots une excellente soirée en vous remerciant pour votre attention.